Voilà, encore d'autres invités, encore d'autres sujets à traiter. Mes invités suivants sont Laila Riahi et Sir Abdelrazek Houas. Vous êtes les bienvenus tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de problèmes qui touchent au secteur de l'agriculture. On va parler des semences particulièrement. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qui se passe puisque vous avez tenu une conférence de presse, Laila et Sir Abdelrazek, il y a quelques jours ici, dans le siège même du SNJT, pour parler de la situation de la société des semences, la société mutuelle centrale des semences et plans sélectionnés. C'est ça. Alors, qui d'entre vous voudrait expliquer, sachant que là, vous représentez la plateforme des Tunisiennes des alternatives. Si Abdelrazek, vous êtes le porte-parole de l'Association nationale des petites et moyennes entreprises. Ces deux parties, en plus de la société mutuelle centrale qui avait organisé la conférence de presse. Donc, Laïla, voilà, je vous laisse la parole. Rapidement, je vais laisser Abdelrazek expliquer la situation de la société, mais juste avant, je voulais juste dire que cette conférence de presse s'est tenue en soutien aux gens qui travaillent dans la société. Donc, eux-mêmes sont en mobilisation depuis plusieurs mois. Je dirais même plusieurs années. Et nous, on a voulu vraiment attirer l'attention de l'opinion publique sur cette question, en tant que plateforme, mais aussi à travers l'association de Abdelrazek. Pour nous, c'est une entreprise qui est très très importante, une société coopérative ancienne qui détient un historique très très important. Et donc, nous avons tenu à soutenir leur mobilisation. Et Abdelrazek, on va expliquer pourquoi. Donc, mettez-vous un tout petit peu sur votre gauche, voilà, comme ça. Ça va. Donc, pour bien expliquer la situation de la SMC-SPS, c'est une mutuelle pour des agriculteurs. Elle fait tout ce qui est service pour la semence et elle garde les semences mères et les semences tunisiennes d'origine. C'est une société publique. C'est une société auparavant était publique et maintenant elle est, disons, semi-étatique. Elle est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et ministère de Finances. D'accord. Donc, elle existe depuis 1971. Donc, 50 ans déjà, presque 49 ans. Les directeurs généraux de 51 ans. Donc, tous les directeurs qui sont nommés sur la tête de la SMC-SPS, ce sont des directeurs nommés par le ministère de l'Agriculture. D'accord. Donc, on a un ministère qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc, pourquoi ça? Pour garder la semence mère et les semences tunisiennes. Donc, après, en 1990, l'État a changé de stratégie. On est passé de préserver les semences mères et ses agriculteurs, on est passé à des semences hybrides. D'accord. On fait l'importation d'une semence. Et ceci uniquement depuis 90, Depuis 90, l'État a changé sa stratégie. D'accord. Puisque apparemment ça a un rapport avec l'FMI. C'est pas apparemment, c'est sûrement. C'est sûr. Ça a un rapport avec le FMI, avec le plan structurel de 95, je crois. C'était une condition exigée, imposée à la Tunisie. Hein. Et le slogan utilisé par l'FMI, c'est « ça vous coûtera moins cher d'importer des semences hybrides ». Alors que ces semences hybrides, ce sont des semences donc modifiées génétiquement et qui touchent la qualité de la terre et aussi touchent au niveau de la production, au niveau de la quantité. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, sur le champ, ça n'a pas coûté très cher aux agriculteurs, mais au fil du temps et à long terme, ça nous a coûté très cher. Vous voyez où est-ce qu'on est aujourd'hui? On utilise beaucoup de pesticides et tout ce qui est produit très toxique pour la santé humaine et même pour la santé des animaux aussi. Hein. En plus, ça ça génère pas d'autres semences. C'est F1. Bon, pour expliquer, l'F1 c'est que pour la production
et ça ne donne pas d'autres semences. Alors que les semences naturelles de la Tunisie sont plus adaptées et tout ça. Donc l'INRAP a travaillé sur plus de 3000, je crois, variétés. Et les agriculteurs aimaient bien Karim et Razek, puisque ce sont les deux variétés qui ont du succès au niveau de la qualité du rendement et aussi de la qualité de semences. D'accord. Au niveau du blé. Donc le problème, c'est que l'État a changé sa politique. On est plutôt dirigé vers l'importation, on est dépendant de l'extérieur, alors que le déficit de la balance commerciale est donc essentiellement de la semence et aussi donc tout ce qui est pétrole, les carburants, donc, carburant. justement. De toute façon, ça a été très clair. C'est-à-dire que s'il restait qu'un seul doute, ce doute a été carrément éradiqué avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons eu la preuve tangible et vraiment indiscutable que nous sommes dans la dépendance totale. C'est après cette guerre qu'on a déclaré la mort du développement durable. On n'a plus de développement durable. Maintenant, on parle de développement de base. Donc, il faut se centraliser sur 3 axes. C'est l'axe de tout ce qui est semences, tout ce qui est alimentaire, la sécurité alimentaire, aussi la sécurité au niveau de la technologie et la sécurité au niveau des médicaments. Ces 3 axes-là, tous les pays doivent travailler sur 3 axes. Donc, la Tunisie, apparemment, elle a d'autres directives. Moi, j'aimerais bien. Il y a d'autres chats à fouetter, peut-être d'autres intérêts. J'aimerais bien revenir à la société donc, mutuelle de services agricoles Justement, en question. J'allais y revenir avec ma question suivante. Donc oui, Abdelazzer a expliqué que cette expérience a commencé dans les années 70, mais il faut bien comprendre qu'au démarrage, c'était une société coopérative et que jusqu'à aujourd'hui, dans le capital de cette entreprise, il y a plus de 50% du capital appartient à l'État à travers l'OTD et à travers les UCPA, l'OTD c'est-à-dire l'Office des terres domaniales, et les UCPA c'est-à-dire les unités coopératives de production agricole, qui malheureusement il n'en reste pas beaucoup, mais voilà, il y a quand même cet aspect-là des choses. Le reste du capital est constitué d'agriculteurs semenciers, des agriculteurs producteurs essentiellement de céréales. Cette coopérative a donc mis en place l'essentiel du dispositif de production de semences auprès des agriculteurs eux-mêmes. Et jusqu'à très récemment, elle parvenait à, on va dire, fournir les paysans en semences à hauteur de 70%. De l'ensemble des semences, c'est important. C'est pas mal du tout, 70% quand même. Le reste était fourni par une autre société de services, anciennement coopérative aussi, qui est COSEM. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Depuis 2018, 2 entreprises privées ont été autorisées à vendre aussi des semences. Donc, il y a aussi cet aspect-là des choses, c'est-à-dire que les entreprises coopératives qui ont été depuis les années 70 mises en place et qui ont assuré ce rôle pendant toutes ces années, aujourd'hui sont concurrencées par d'autres entreprises qui sont privées et qui aujourd'hui, ces entreprises-là détiennent l'appui, les subventions, etc. Alors que la société coopérative, celle-là dont nous parlons aujourd'hui, se retrouve dans une situation extrêmement grave. Ces salariés n'ont pas été payés depuis 4 mois et ce n'est que, on va dire, la dernière séquence de la crise, parce que l'entreprise est en crise depuis plus longtemps. Ils n'ont pas arrêté de lancer des alertes en disant voilà, il va falloir trouver une solution pour cette entreprise qui en fait, quand elle est passée du statut de coopérative telle qu'elle a été créée dans les années 70 au statut de société mutuelle de services agricoles dans les années 90, ce passage-là a beaucoup déjà déstabilisé
cette société. Ensuite, elle s'est retrouvée du coup à payer plus d'impôts, elle s'est retrouvée sans l'appui de l'État, jusqu'à son affaiblissement. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette situation d'affaiblissement qu'elle connaît, alors que l'État nomme les PDG, a toujours nommé, ça a toujours été le ministre de l'Agriculture, C'est le ministère de PDG. C'est une entreprise, société coopérative qui travaille directement avec plusieurs institutions de l'État, notamment l'Office des céréales, les UCPA, etc. etc. Aujourd'hui, il se retrouve dans la situation où le gouvernement lui dit considère que c'est une entreprise privée et que l'État n'a aucune responsabilité dans la situation de presque faillite de la coopérative, de 1, et de 2, n'a aucun plan de sauvetage. D'ailleurs, les salariés de l'entreprise, pendant leur mobilisation, ont mis en place un plan de sauvetage. Ils ont été voir les responsables à différents moments, les différents gouvernements. Et il n'y a pas de volonté de sauver cette coopérative. La perspective qui existait, qui aujourd'hui est complètement, on va dire que c'est une parenthèse qui est presque fermée, c'est celle de l'économie sociale et solidaire. Parce que dans la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été validée, c'est une loi qui est en vigueur, qui est applicable dans la... Même si les textes d'application n'ont pas été faits, mais la loi est là, et cette loi, dans son article 2, énonce plusieurs types de sociétés coopératives, de mutuelles, etc., qui sont concernées par cette loi de l'économie sociale et solidaire, et cette centrale mutuelle en fait partie. Donc, jusqu'à récemment, on pensait que la philosophie ou le projet de l'économie sociale et solidaire allait apporter une solution ou une perspective au moins à cette entreprise. Aujourd'hui, cette perspective on peut dire qu'elle est bouchée. Donc voilà, nous on a décidé de soutenir cette société mutuelle, malgré le fait qu'il y a beaucoup à revoir dans sa façon de travailler, dans sa perspective, dans ce qu'elle pourrait faire, etc. Mais nous pensons que c'est l'une des colonnes vertébrales de la souveraineté nationale. Donc c'est important d'investir dans cette structure et de sauver cette structure et de lui donner les moyens de continuer, parce qu'elle n'a jamais arrêté finalement de faire ce rôle. Même dans cette situation actuelle où elle est presque en faillite, malgré la concurrence déloyale des entreprises privées, elle a quand même assuré 30% du besoin. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, dans cette idée-là qu'on a soutenu cette mobilisation. Et merci donc d'avoir écouté l'alerte. C'est mon devoir de toutes les façons. Je voudrais juste Leïla rappeler que nous sommes en train de parler de la Société mutuelle centrale de semences et plants sélectionnés. C'est une société dont l'une des tâches, l'une de ses missions est de collecter. Elle a plusieurs centres de collecte des semences, c'est ça? En fait, elle joue le rôle de... En fait, elle met à la disposition des agriculteurs semenciers d'abord les semences, mais pour produire de la semence, ensuite elle distribue donc ces semences aux producteurs de céréales. D'accord. Je voulais juste ajouter une petite information qu'elle compte 292 agents, donc il y a 292 personnes qui travaillent dans cette société mutuelle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Association nationale des petites et moyennes entreprises. Je voudrais dire que cette société, elle encadre les agriculteurs et aussi c'est une société qui ouvre une porte pour les petits agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'un petit agriculteur ne peut pas avoir un crédit pour acheter la semence et aussi pour acheter du matériel, alors que l'SMC-SPS, elle offre
ces avantages-là avec le minimum de coûts, et ça ne plaît pas aux privés. D'accord. Donc les privés cherchent toujours le profit, et je mets un point d'interrogation concernant l'État. Si l'État fait disparaître le SMC-SPS, je présume qu'ils vont donc prendre une décision pour qu'elle disparaisse. Est-ce que l'État a préparé un plan B si elle se met en désaccord avec les privés? Qui va mettre les règles du jeu? Vous parlez de l'État, c'est Abdelaziz, alors que normalement, est-ce que tous ceux qui dirigent l'État sont conscients de ces problématiques, sont conscients des conséquences néfastes que ça pourrait engendrer si, sur un coup de tête comme ça, on se réveille le matin et on se dit bon, on n'en a plus besoin, cette société, c'est un sac de problèmes, donc on va finir avec ça, on va la liquider et puis c'est tout. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de s'adresser au ministre de tutelle, le ministre de l'Agriculture? Normalement, c'est lui qui devrait, lui et son équipe, je veux dire, je ne parle pas de la personne, mais c'est l'autorité de tutelle qui, normalement, devrait connaître tous les paramètres, tous les détails du problème et avoir les solutions. On est dans un système qui travaille depuis les années 90, il a le même plan. On est en train de vivre la même situation. Donc rien n'a changé. Donc s'il y a un plan pour faire disparaître la SMC-SPS, ce plan-là, ça continue de 1990 à ce jour-là. Donc il y a un système qui travaille. Donc ce système-là doit être interrompu pour trouver des solutions. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, Emel, je pense qu'ils ne prennent pas la mesure. Je pense, sincèrement, que à la tête de l'État aujourd'hui, ils ne prennent pas la mesure de ce que c'est. Parce qu'ils doivent certainement se dire c'est une société qui est en faillite, qui a environ 500 hectares de terres domaniales qu'on pourrait récupérer pour mieux valoriser, etc. Mais en fin de compte, ils ne tiennent pas compte du fait que c'est un historique de plus de 50 campagnes de production de semences et c'est un historique très important, c'est un savoir-faire aussi. C'est un héritage national. C'est un héritage. Parce que ça rentre, comme disait Abdelaziz, dans la logique de privatisation, de délestement de l'État, tout ce qu'on peut supprimer comme petite structure, décharger de l'État. Ils avaient fait la même chose avec la vulgarisation, le dispositif de vulgarisation agricole. Avec le plan d'ajustement structurel agricole, parmi les décisions qui ont été prises, c'est de tuer progressivement le service de proximité qui était la vulgarisation agricole. Aujourd'hui, on a beau se plaindre et dire « Oh, c'est dommage, on n'a plus de vulgarisation agricole », mais en fait, le savoir-faire même qui était détenu par ces structures-là, il a disparu. Donc là, moi, ce qui m'inquiète dans l'affaire, c'est que ce savoir-faire-là, cette expérience, parce que les gens qui travaillent dans cette société mutuelle, il y a des ingénieurs, il y a des gens de terrain, il y a différents profils, il y a des administratifs qui ont une expérience. Aujourd'hui, on a besoin de cette expérience pour mener une stratégie d'urgence en matière de semences. Ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose que les gens qui sont à la tête de l'État aujourd'hui ne comprennent même pas. N'en sont pas conscients. Non. S'ils en étaient conscients, cette question-là aurait été à la tête, vraiment le numéro 1 sur les priorités de l'État, mais ce n'est pas le cas. Donc, actuellement, l'attitude est... on l'a vu dans la dernière campagne, on a eu une énorme crise de semences cette année. On n'en parle pas beaucoup, mais on va voir les répercussions là dans quelques mois. En pleine campagne, les agriculteurs se sont retrouvés sans semences. Il n'y avait pas de semences. Et donc, en tout cas, le résultat qu'on aura une récolte plus faible que les années dernières. On a moins d'hectares
Semer, c'est ça. on a moins de semences. Pardon, je perds mes mots. Donc Disponible, on a moins d'eau. Moins d'eau, effectivement. Enfin, on va suivre de toutes les façons. Restons quand même optimistes. J'espère qu'il y aura un plan, une décision pour sauver cette société. Je rappelle que c'est la société mutuelle centrale des semences et plans sélectionnés. Merci Laila Riahi, merci Abdelazak Houas, et vous êtes les bienvenus chaque fois qu'il y a du nouveau par rapport à ce dossier ou par rapport à d'autres dossiers aussi. Merci. Merci à vous.